Avec ses petits moyens, ses budgets réduits, De Gribaldi ne bénéficie pas de l'infrastructure des grandes marques. Souvent, il a même dû faire de la corde raide pour nouer les deux bouts. Véritable patron, respecté pour ses compétences et sa sagesse, il s'occupe de tout sans jamais hausser la voix. Tout repose sur lui, ce qui en fait donc la cible désignée aux critiques de ceux qui croient voir du laisser-aller dans son organisation. Il a 60. Et le comité directeur se réunit où est... Et lorsque les problèmes surgissent, imprévus, c'est encore Monsieur le Vicomte qui est au bout du fil. Oui. Oui, donc ça veut dire que Roche et Kelly n'auront pas de licence pour le mois de février. Pour De Gribaldi, la diététique est aussi importante que la discipline personnelle, la rigueur de vie, et il conserve toujours un œil sur la cuisine. Des principes stricts et sains sur lesquels s'appuie en fait toute la réussite qui caractérise depuis 20 ans ce marginal des pelotons, incompris et suspecté, parce que peut-être trop intègre pour évoluer dans ce milieu où les gentlemen se font rares. Et comme les serres, même peut-être un fromage. Des tartes aux pommes ou des... Un petit fromage tarte aux pommes. Ouais. Ça va, c'est bon. Parce qu'à midi, salade de fruits. Hein. Salade de fruits à midi. Actuellement, on pratique le sport le plus difficile au monde avec la boxe professionnelle. Et j'ai remarqué qu'un coureur, dans une chambre, avec tout le confort, sortait difficilement un jour d'intempéries. Si on lui dit, regarde, il neige en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Le coureur, à la minute même, pense, je suis mieux ici, à rester, que d'aller sur la route avec ma bicyclette. Et dans cette politique, quand on me demande, tu as un truc, comment ça se fait, tes coureurs? Au départ, tu as toujours les plus mauvais du monde, à la sortie, ils arrivent à être comme les meilleurs. Et je pense que ça, c'est un des trucs. Or qu'on suppose que j'en ai qu'un seul. C'est une philosophie qui est basée sur des principes finalement assez simples. Oui, 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 exactement. Et j'estime, cette année, je serai peut-être la seule équipe au monde à avoir 21 coureurs. Mais si j'en ai 14 ou 15 ou 16, je peux me permettre après de descendre dans les 3-4 étoiles. Et c'est uniquement pour sauver la vie à 24, peut-être, professionnels au monde que je pratique cette politique. Ce sentimentalisme ne laisse pas insensible. Chez De Gribaldi, pas de gros salaire, mais en revanche, pas de contraintes non plus, pas d'obligations, comme dans les grandes formations où l'investissement consenti exige des résultats à tout prix. Cette débauche de moyens n'est souvent pas nécessaire et a le tort de gonfler démesurément les budgets, alors que la récession met en danger les structures mêmes du cyclisme professionnel. C'est la politique du prestige. À propos, Jean, n'aimeriez-vous pas diriger une fois une grande équipe? Là, ça ne me plairait plus du tout. Peugeot m'a proposé ça depuis presque 10 ans, mais j'estime que ce n'est pas encore le moment. Peut-être plus tard, plus vieux, je viendrai dans une équipe comme ça, mais en deuxième homme, pas en premier. Et pourquoi? Ça ne me plaît pas, ça. Mais pourquoi? Non, non, peut-être parce que c'est trop facile. Quand on a la super vedette, c'est elle qui fait la course. On ne peut rien imposer, on ne peut pas commander. Et le directeur sportif perd sa valeur. Il conduit la voiture, le directeur sportif, là. Mais il ne peut pas prendre de décision, c'est le coureur qui la prend. Qui prend tout seul les décisions. Là. Donc dans votre cas, vous avez pratiquement plus de mérite à faire sortir des coureurs qui sont inconnus. Je pense, oui. Ou à faire remarcher des coureurs qui ne marchaient plus. Oui, oui, oui. Je pense qu'on a plus de mérite à faire cette méthode-là. Oui. Pour ce directeur sportif, pas comme les autres, il n'y a pas de plaisir sans risque. On retrouve en lui un peu de l'esprit du braconnier, qu'il a souvent fait évoluer à la limite des règlements, mais toujours au profit de ses coureurs. Il s'en occupe d'ailleurs personnellement, distribue les roues, soigne les détails comme nul autre. Une attitude qui donne, à tort, l'impression que sa petite organisation n'est pas à la hauteur, puisque ses pairs semblent apparemment beaucoup moins concernés par ses problèmes. En ce qui concerne Charlie Berard, il vient de franchir la ligne maintenant. En ce qui concerne Charlie Berard, deuxième du prologue du Dauphiné, quatrième du Tour du Homard, quatrième du Tour du Limousin 1980, sélectionné pour les championnats du monde. Et voilà, Peter Vinet qui vient de s'élancer, suivi de suite sur Ce qu'on avait au début peut-être dans l'équipe, peut-être des fois un manque d'organisation. Les journalistes et tout le monde aiment bien les équipes structurées, comme les grandes équipes où ils ont le bus, ils reçoivent 40 maillots au début de la saison pour toute l'année. Et même des fois, trop de matériel qui est des fois inutile et inutilisé. C'est un peu du tape à l'œil alors. Voilà, et chez M. De Gribaldi, on reçoit ce qu'il faut et petit à petit, ça tape moins à l'œil comme on dit. Alors, mais pour finir, on en a autant. Et je peux vous dire que depuis 2 ans, il commence d'être bientôt aussi structuré que les grandes équipes. Si vous pensez que pour être une grande équipe organisée, il faut un autobus, un docteur, sa valise et ses seringues, là je suis le plus mal organisé du monde.
Ce n'est qu'en cas de nécessité, lorsqu'un coureur est malade, comme Grosset par exemple, que De Gribaldi fait appel au médecin. Pour bien se démarquer des autres, qui travaillent, lui semble-t-il, trop facilement avec l'apport des médicaments. Ils pensent que la pharmacie est indispensable. Là, je leur dis maintenant, expliquez-moi pourquoi, qu'avant la guerre, pas d'anabolisant, pas de cortisone, pas d'amphétamine, comment ces coureurs-là faisaient 4 à 5 000 km dans les 6 jours. Or qu'actuellement, avec tout ça, ils ne peuvent plus. Et là, ils ne savent plus quoi dire. Derrière les grosses motos, ils couraient 100, 160 km, sans rien. Ou c'est un petit coup d'alcool, un peu de café, ce qu'il y avait à l'époque, c'est tout. Aucun de ces produits dont on parle tant actuellement, là. Et les coureurs actuels, avec tout ça, n'arrivent plus à faire ce que les anciens faisaient avant la guerre. Donc c'est la preuve qu'on peut arriver au super niveau sans toute cette médecine actuelle. C'est aussi la preuve que le cyclisme professionnel évolue peut-être mal. C'est-à-dire que pour attraper la forme par les moyens naturels, c'est très très difficile. Il faut une volonté incroyable, une vie de moine. C'est impératif, ça. Sinon, c'est la pharmacie pour compenser. Et là, je suis contre. Conformiste, non conformiste, toujours est-il que Jean de Gribaldi dérange. Mais pourquoi finalement? Je crois que ça fait partie de son personnage. Il s'est installé dans ce rôle de gêneur et il s'y complaît. Quel genre de reproche pourrait-on lui faire à Jean de Gribaldi? Parce que vous me dites, il dérange, il gêne un peu, c'est un petit peu un empêcheur de tourner en rond. Oui, quand les choses ne vont pas au niveau de la fédération ou au niveau de certains organisateurs ou d'autres équipes, et il croit voir une attitude qui lui est défavorable, eh bien il le clame, et il le répète, et il le dit à tout le monde. Et parfois, dans le feu de l'action, il dépasse sa pensée parfois. Eu égard à ces résultats, est-ce que la presse, alors, ne devrait pas un petit peu l'encenser, plus qu'elle ne le fait réellement? L'encenser l'année dernière, je me souviens quand Kelly a porté le maillot vert du Tour de France, la presse était unanime à encenser l'équipe. La presse ne reconnaît pas vos mérites alors qu'il y a des journalistes spécialisés qui suivent depuis longtemps les épreuves cyclistes, qui vous connaissent bien. Comment vous expliquez ça? Justement, c'est ça que je n'arrive pas à m'expliquer, ce que j'ai apporté dans le cyclisme français depuis une vingtaine d'années. Pourquoi? Et puisqu'on est à une émission suisse, je dis même les journalistes suisses aussi, au moment où j'ai apporté beaucoup à leur cyclisme, quand il n'y avait plus rien, que plus rien ne marchait, qu'on m'a tiré dessus à boulet rouge également. Hein, et j'arrive pas encore à comprendre pour quelle raison. C'est peut-être parce que vous faites gagner ceux qui ne sont pas prêts de gagner. C'est peut-être, c'est possible. Vous n'avez pas d'autres anecdotes à nous raconter, là? Ben écoutez, je peux vous dire, quand Tinasi était champion de France, en 77, Beuchery en 81, je peux vous dire que 30 secondes après l'arrivée, je ne voyais plus un journaliste. Je me suis retrouvé, je peux dire, avec les paysans du coin, et je ne connaissais plus personne, envolés tous. Et je me dis, pour quelle raison? Tinasi champion de France, au bout de 3 mois de professionnel, ça a dû déranger tout ce monde, je pense. Parce que dans le cyclisme... Même le sélectionneur national, qui n'a pas pris pour les championnats du monde. Bittinger deuxième, les 2 premiers, écartés de la sélection. Et ça a duré pendant 10 ans avec les sélectionneurs nationaux français. Et quand mes coureurs partaient ailleurs l'année suivante, ils ne marchaient plus. Là, ils les mettaient 1 année ou 2 dans le championnat du monde. Mais chez moi, pendant 10 ans, je n'ai pas eu un seul coureur sélectionné pour la course au titre. Vous avez le sentiment d'être victime d'une injustice? Est-ce qu'on peut appeler ça une injustice? De la jalousie, je sais. Comment appeler ça? Mais ça, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Parce que même peut-être que je reste un peu dans ce milieu, peut-être aussi pour ça. Pour essayer de leur prouver ou... Ça vous excite de les... Je pense que oui. Oui. Et j'ai envie de continuer encore 5 années, sûrement pour ça. Pour bien leur prouver vraiment que ma méthode est la bonne et que c'est celle-là qu'on devrait pratiquer quand tout est devenu si difficile dans le monde. Mademoiselle, tu as des ailes quand tu fais Biguina Bango. Quand tu fais Biguina Bango. Oh, quelle belle journée, tu te rends compte?